Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du Money Time. Aujourd'hui on va parler Formule 1 parce que ça y est, Max Verstappen a été titré pour la 4e fois consécutive, 4e titre de champion du monde pour le prodige néerlandais et donc du coup on va revenir sur la saison 2024 de Formule 1. On va parler aussi du titre de constructeur qui n'est toujours pas joué à l'heure où on se parle puisque on sait que ce week-end il y a le Grand Prix d'Abu Dhabi pour conclure la saison et que ça se joue à 30 points. C'est-à-dire que pour l'instant McLaren est devant mais Ferrari pourrait potentiellement passer devant McLaren à Abu Dhabi. Donc on est encore dans ce suspense-là. Le championnat pilote s'est plié. Donc on va revenir sur la saison. Et pour revenir sur la saison, on a 3 chroniqueurs aujourd'hui. On a Louis. Salut Louis. Salut Corentin, salut à vous deux. On a Joris. Salut Joris. Salut Corentin, salut mes chroniqueurs. Salut Alban. Salut tout le monde. Et on va donc revenir sans plus tarder sur la victoire de Max Verstappen. Voilà, comme on l'a dit, 4e titre de champion du monde. Il égale notamment Sébastien Vettel, qui avait fait la même chose avec Red Bull entre 2010 et 2014. Alain Prost aussi. Alain Prost également, mais c'est vraiment le même style que Vettel, hein, clairement dans la même voiture, en tout cas dans la même écurie. Donc c'est assez fou. Juste un mot rapidement, un petit tour de table. Alban, tu commences sur le titre de Verstappen. Qu'est-ce que t'en penses? Incroyable. Incroyable. Ouais. Joris? On fait un mot? Ouais, un mot. Masterclass. Et Louis? Mature. Mature? Pour moi, c'est le titre le plus mature de Verstappen parce que cette fois, il a eu contrairement en 2021 où il y a eu on va dire un litige sur la dernière course, mais là il a vraiment eu aussi une concurrence relevée de A à Z et il n'a pas eu la voiture la plus rapide du paddock cette fois. En tout cas, dans la deuxième partie de saison. Dans la deuxième partie de saison, donc en fait il a dû gérer sa saison tout simplement et à chaque fois il était dans les points, il était au minimum dans le top 6 et ça c'est la marque des grands champions, il n'a pas baissé les bras et il a réussi à être régulier sur toute la saison, donc pour moi c'est son titre le plus mature, j'ai envie de dire. Surtout la gestion des temps faibles, c'est ça qui lui a fait gagner peut-être son titre. Joris, tu voulais rajouter? Oui, moi je pense que c'est mise à part 2021, c'est celle où il a eu le plus de difficultés à gagner. Juste pour donner les stats, pour rebondir sur ce que tu dis, 9 victoires, 8 pôles, 13 podiums. Voilà. C'est quand même des belles stats. C'est bien, mais encore une fois, sur la maturité, par exemple, pilotage, oui, moi je parlais de maturité, mais après en termes de maturité de pilote, même si je suis un grand fan de Max Verstappen, ça laisse encore à désirer, mais bien sûr, pour moi, c'est l'un des championnats qui mérite vraiment amplement et qui il s'est vraiment battu en fait pour avoir ce championnat. Alban, toi, t'es pas d'accord? Maturité, pilotage, oui et non. Oui. Parce que il a fait 2-3 actions sur Norris, bon, c'était un peu limite, s'est fait sanctionner, mais quand même. On a retrouvé un petit peu, sur certaines actions, le Verstappen de 2017, 2016, du début. Comme tous les grands pilotes, j'ai envie de dire. Hamilton ou Vettel ont fait ça sur leur championnat du monde. On n'en a pas fait des caisses pour autant. Il est moins fugueux quand même. Oui, merci, mais tu vois ce que je veux dire. Quand il va rentrer dans Rosberg en Espagne en 2016, est-ce que c'est un pilotage mature? Oui, bien sûr. Le titre. Voilà, donc il y a ça aussi. Enfin, en tout cas, il a été régulier de A à Z, qu'on le veuille ou non, et il a été dans les points à chaque fois, même dans le top 5, top 6, donc c'est ça aussi qui fait la marque des grands. Un très grand champion, effectivement, 4 titres. On va revenir nous sur les tops et flops de la saison 2024. Vous allez me donner, on va faire un petit tour d'abord avec les tops, un pilote et une écurie. On va commencer avec les pilotes, c'est peut-être le plus simple. Louis, je te laisse commencer avec ton top au niveau des pilotes. Je crois qu'on va aller à Monaco. On va aller à Monaco et on va parler de Charles Leclerc parce que il a fait une super saison, une saison un peu sous les radars, j'ai envie de dire, parce que la lumière a été vraiment sur Verstappen et Norris, à juste titre. Mais il a remporté des victoires hyper importantes à Monza. Dont une hyper importante pour lui. Qu'il cherchait depuis longtemps. À Monaco. Ça, c'est vraiment la consécration, je pense que pas de toute sa carrière, mais enfin de son début de carrière au moins. Et je pense que ça lui a mis une confiance et ça lui a enlevé un poids qui était, je pense, un peu trop grand. Et là, il s'est libéré et puis il est vraiment devenu le pilote numéro 1 chez Ferrari, ce qu'on pouvait un peu douter la saison dernière sur certains choix. Et je trouve que cette saison, il a été bon, régulier de A à Z. Et quand on parle de Norris pour un championnat du monde, lui était à seulement 8 petits points du Britannique. Donc on aurait pu aussi le mettre dans cette course. C'est ça, il est 3e au classement pilote. Et puis voilà, comme tu l'as dit, 3 victoires cette saison. Donc c'est assez propre pour Charles Leclerc. Joris, je crois que tu es d'accord avec lui sur le niveau des carrément, tops. parce que 3 victoires, il est sur 11 podiums. Donc c'est vraiment une saison... très très forte de la part de Charles Leclerc et très régulière. C'est une bonne saison de Ferrari et aussi de Fred Vasseur. On voit enfin que ces travaux ils payent en fait clairement pour l'écurie. Ils sont au coude à coude du coup comme tu le disais pour les constructeurs où tout va se jouer sur la dernière saison et puis ils ont quand même fait un doublé à Austin qui
qui ne démérite pas quand on voit le haut niveau qu'il y a sur cette fin de saison 2024. Oui, c'est ça aussi la particularité de cette saison, c'est qu'il n'y a pas eu la même domination. On rappelle l'année dernière, 19 victoires pour Verstappen. Bah après, il y a eu une grosse domination au début du championnat, mais c'est vrai qu'après, toutes les écuries... Et après, je crois que c'est la saison record en plus, si je dis pas de bêtises, au niveau du nombre de, nombre de victoires. Il y a eu 8 pilotes différents qui ont gagné. C'est une saison record, donc en plus de ça, voilà, c'est quand même une plutôt belle saison. Alban, on va aller sur tes tops, et toi, tu as choisi un jeune, un petit rookie. C'est ça. Je sais que certains ne sont pas d'accord avec moi, mais pour moi, Colapinto mérite d'être dans le top. Okay. Et il remplace Logan Sargent, qui ne faisait pas une saison de ouf. Et en 8 Grands Prix, là, on a déjà marqué 5 points, il me semble. 8 pour 5 points, ouais. C'est ça. Alors que Logan Sargent, en une saison et plus une demi-saison, il a marqué qu'un point, ce qui n'est pas ouf. Certes, il a eu 2 DNF, mais bon, pour un rookie, on va dire que c'est un peu normal. Après, il y a quand même eu ce Grand Prix du Brésil où il y a eu beaucoup d'erreurs de pilotage de sa part. Oui, mais il est jeune. Il est jeune. Sous la pluie, dans regarde, si on prend Stroll, il n'est pas jeune. Dans la pluie, tour de formation, il s'est sorti. Mais ça, on reviendra plus tard là-dessus. Mais donc, c'est normal pour un jeune pilote, sous la pluie, de faire des erreurs. Norris, c'est pas un jeune pilote. Sous la pluie, il a aussi fait n'importe quoi. Donc, non. Si on enlève le Brésil et les 2 DNF, il reste un bon pilote. Il a commencé très fort en arrivant. Je pense qu'il a un bon avenir dans la F1. Même Lewis Hamilton est derrière lui pour le soutenir. Ouais, carrément. Et il a dit qu'il ferait une petite passe D s'il avait la possibilité pour qu'il ait le dernier baquet. Donc non, je pense qu'il a sa place. Et puis, comme Max Verstappen, il aime bien les vieilles. Enfin, les vieilles. Les femmes plus matures, signe d'un grand champion. Voilà. J'avais envie de la placer. C'est magnifique. Mais oui. Mais puis, après, pour revenir sur Colapinto, il représente aussi cette nouvelle génération qui arrive et qui est en train de pousser grandement les anciens. Parce que là, on a lui, mais tous les pilotes de F2 qui vont passer en F1 l'année prochaine, c'est quand même assez massif. Et peut-être qu'il y en a encore un qui a potentiellement sa place l'année prochaine, Isaac Adjar. Isaac Adjar, peut-être. En tout cas, pour l'instant, il est à la lutte pour le titre de F2, donc à 0,5 points d'être champion, donc ça va être très serré. On va passer au top, Louis, concernant les constructeurs, et on va revenir dans l'écurie rouge. Ferrari, parce que... toujours en fait dans la même lignée que Leclerc, j'ai l'impression. Ils sont passés sous les radars. On s'est beaucoup focalisé sur Red Bull et McLaren, et ils ont fait leur boulot. Alors en fin de saison, ça s'est un peu frité entre Sainz et Leclerc à Las Vegas. Mais sinon, sur tout le reste de la saison, ils ont su gérer. Sainz comme Leclerc ont fait des concessions pour l'un et pour l'autre. Ouais. Et puis je trouve qu'en fait, comme McLaren, en fait, ils partent de tellement loin par rapport aux autres saisons qu'ils reviennent à ce niveau-là avec autant de confiance et de régularité. Moi, je voulais le mettre en avant, donc c'est pour ça que je les ai mis dans mes tops. Bon, toi, t'es plus vers les gagnants potentiellement. Vers les gagnants, ils partent quand même de loin. Hein. Ils partent quand même de loin. On les voyait peut-être pas à cette place-là la saison dernière, même sur ce début de saison. Et on parle de McLaren, juste pour dire au public. McLaren. Mais c'est vrai qu'ils ont fait quand même une remontée un peu fulgurante, j'ai envie de dire. Franchement, cette saison, il y a presque rien à dire. Je pense qu'ils seront quand même champions du monde cette année, en termes de constructeurs. Après... s'il y a un truc à leur reprocher, c'est peut-être encore les stratégies surtout entre les 2 pilotes, et je pense que c'est ça aussi qui a pêché sur le championnat du monde de Lando Norris, par exemple en Hongrie, quand on décide de faire passer Oscar Piastri. Mais je pense qu'à ce moment-là, ils se rendaient peut-être pas compte que Norris pouvait jouer le titre. Oui. Donc c'est peut-être un peu normal, puis ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas aux avant-postes, donc voilà, c'est le temps que tout se mette en place. Ils ont bien développé la voiture cette année, elle va pas beaucoup changer par rapport à l'année prochaine, mais bon, un peu comme toutes les voitures. Et je pense que non, franchement, en termes de développement, ils ont vraiment progressé. En termes de pilotes, les 2 pilotes sont juste parfaits. On a Oscar Piastri qui est un jeune rookie maintenant, enfin voilà, ça fait quelques années qu'il y est, mais qui est juste... qui est juste incroyable sur certains Grands Prix, comme il peut choquer aussi sur d'autres. Mais bon, voilà. Norris qui a enfin cette étoffe, j'ai envie de dire, mais pas encore cette maturité de champion du monde, mais qui l'année prochaine pourra jouer sans doute le championnat. Et puis voilà, rien à dire sur cette écurie. À part peut-être, comme tu l'as dit, le classement pilote, où ils n'ont pas géré là-dessus. Il y a eu trop de mauvaises stratégies
par rapport à Norris. Parce qu'il n'y avait pas vraiment, quand tu vois les interviews de Piastri qui dit tant qu'il n'aura pas les consignes, il ne laissera pas passer Norris, des trucs comme ça. Je pense que en termes de hiérarchie de pilote, c'était peut-être encore flou en interne, mais voilà, aujourd'hui ils savent ce qu'ils valent et je pense que l'année prochaine. Et puis, ce sera beaucoup mieux. Juste pour finir là-dessus, c'est vrai que tu parlais aussi de la progression de McLaren, mais on a l'impression que si on prend du recul par rapport à 2022, la nouvelle réglementation, c'est peut-être cette écurie-là qui a le mieux utilisé la nouvelle réglementation. On se rappelle au tout début, c'était catastrophique. L'année 2022, ils étaient tout le temps dans les dernières places. On se disait que ça allait être un bourbier pour eux. Et puis au final, c'est peut-être la meilleure écurie de ces 2 dernières années en termes de développement. Après, en développement, ils ont eu leurs nouveaux locaux là, il n'y a pas longtemps, donc ça a énormément aidé, je pense, parce qu'ils ont beaucoup investi là-dedans. Et ouais, les fruits portent aujourd'hui en fait, sur ce développement, sur ces investissements. Et puis ils ont beaucoup travaillé dans l'ombre, parce que voilà, on les voyait en fond de grille, et en fait, on faisait pas vraiment attention à ce qu'ils fassent jusqu'à ce qu'ils reviennent sur le devant de la scène, et c'est tout à leur honneur. Alban, on va passer à ton top. Tu rejoins Joris, si je ne dis pas de bêtises, avec McLaren. C'est ça. McLaren a fait une belle progression. Début de l'année, un peu mitigé. Puis une belle évolution qui a fait que pendant la deuxième partie de la saison, c'était explosif. On voyait que. Oui, c'est ça. Clairement. On voyait toujours Verstappen, mais c'est un peu normal. Mais eux, ils étaient vraiment sur le devant de la scène. Et pour leurs 2 pilotes, que ce soit Piastri ou Norris. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, sur la vidéo, on avait dit que McLaren pouvait aller être en top du classement, peut-être pas premier. Finalement, ils sont top du classement constructeur. Ils ont fait vraiment une belle évolution, ils sont explosifs. Et comme tu disais, avec leur développement qui s'est fait petit à petit, on attend encore beaucoup d'eux. Et je pense que l'année prochaine, ils peuvent être encore meilleurs. Pareil, Norris, depuis qu'il a eu sa première victoire, il est encore meilleur. Peut-être pas jusqu'à être champion du monde, mais en tout cas pour ramener encore plus de points et faire évoluer encore plus McLaren. Piastri qui se débrouille vachement bien aussi, qui comme Norris a eu ses premières victoires cette année, qui pourra booster encore plus l'équipe. Franchement, ils ont été top cette année et je pense qu'ils peuvent nous réserver encore des surprises. Après le Norris, le problème, c'est les pole positions. Le jour où il arrivera à convertir une pole position, peut-être que... Après, ça c'est le cas de beaucoup de pilotes sur la grille. Il a beaucoup de problèmes avec la pression, je pense. C'est ça. C'est-à-dire que quand on va au Brésil, où clairement il jouait clairement le titre sur ce Grand Prix, il a fait énormément d'erreurs et il était sous pression. Et bon, après c'était sous la pluie, c'était des conditions difficiles, mais il y a aussi beaucoup d'erreurs sur d'autres Grands Prix. Qatar aussi. Exactement. Regarde les positions des McLaren, c'était pas les positions espérées, ils perdent beaucoup de points par rapport à Ferrari, ils se mettent dans la zone d'inquiétude, j'ai envie de te dire. Donc même Las Vegas, il suffisait qu'il avait un peu plus de puissance que Verstappen, pourtant il est resté derrière lui, et ce qui a donné la victoire du championnat à Max. Et pour revenir au Brésil, je sais pas si vous avez vu la photo où on voit Max sur le circuit et Norris vraiment en sortie de ligne. Là, ça a fait toute la saison. Norris n'était pas prêt à être champion cette année, peut-être dans le futur, mais pas pour l'instant. Oui, c'est un peu comme Verstappen au début, c'est cette maturité à avoir avant d'être champion, quoi. Après, il est quand même là depuis 2019, si je dis pas de bêtises. Donc oui, mais voilà, maintenant il sait qu'il a une voiture qui peut être championne, et voilà, il faut juste mentalement, c'est compliqué, hein, ça joue beaucoup sur le mental, je pense, d'être champion du monde, et ça passe par là, d'être prêt mentalement, et je pense qu'il va faire la préparation qu'il faut, parce qu'il sait que maintenant il a les armes. On va continuer avec les flops maintenant. On revient vers toi, Louis, on va faire les pilotes. Et toi, tu as choisi quelqu'un qui s'est fait virer avant Austin. Ouais, c'est avec le cœur serré que je vais parler de Daniel Ricciardo. Forcément, ouais. Quand on commence la saison, on se dit que déjà Racing Bulls, excusez-moi, ils ont des super performances, donc on se dit qu'ils vont pouvoir faire des résultats assez surprenants, etc. En tout cas, qu'ils ont une voiture pour faire des résultats. Et sur quasiment toutes les courses, il se fait battre par Tsunoda. Et quand on voit la fin de l'année dernière, on se dit qu'il y a match entre les deux. On parlait même de lui pour peut-être reprendre la place de Sergio Pérez. Et il s'est complètement écroulé. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était la fin d'un cycle, tout simplement. Et je pense qu'il est arrivé plus, que ce soit physiquement ou même au niveau de la lucidité, peut-être dans le pilotage. Il a même perdu son sourire. Donc, il ne brillait plus sur le paddock. C'est avec le cœur serré que je le mets en flop, parce que quand on voit les performances de Tsunoda, on se dit que lui aurait pu faire pareil. Donc, et pourtant, les perfs de Tsunoda ne sont pas non plus à la hauteur, par exemple, de l'année dernière. Enfin, c'est moins flagrant, donc il pouvait encore mieux rivaliser que Tsunoda, c'est ça que je veux dire. Je comprends, ouais. Mais après, Tsunoda fait quand même de bons résultats. Il est quand même régulier, il va chercher les points sur certaines courses. Donc
Donc voilà, je pense qu'il aurait pu faire pareil, et malheureusement cette saison, il a... Vu le calibre aussi. Ouais. C'est quand même quelqu'un... c'est quelqu'un qui a remporté je ne sais combien de courses, des podiums, il a été pilote chez Red Bull, pouvait prétendre à être champion du monde à un moment donné, donc voilà, c'est dommage qu'il en est arrivé à ce point-là. 17e au classement pilote, forcément parce qu'il a pas fait la fin de saison. Joris, toi ton flop, on va monter un petit peu plus haut au classement. Mais lui il peut redescendre. Enfin lui il est 8e au classement, mais on s'attendait à ce qu'il soit 2. Exactement. Enfin, voire 3 à la limite. Sergio Pérez 2. On a quand même 8 vainqueurs différents, 5 doublés par pilote, et lui, il y est pas. 0 pole, 0 victoire. Voilà. Je ne comprends pas comment une écurie comme Red Bull peut toujours avoir un pilote comme ça dans son baquet. Et une écurie qui a soif de victoire et qui a plein d'autres pilotes, plein d'autres rookies qui sont en ce moment même à la recherche d'un baquet. Attends, j'ai perdu ma phrase, putain, je commençais comment plein d'autres rookies qui sont à la recherche. Oui, il y a plein d'autres rookies qui sont à la recherche d'un baquet pour l'année prochaine, et au final on laisse Sergio Pérez et je ne veux pas remettre toute la faute sur lui, mais c'est clairement lui qui empêche Red Bull de faire le doublé constructeur-pilote cette année. C'est sûr que le problème de Sergio Pérez, c'est que c'est un pilote... j'ai oublié le terme, mais un pilote d'argent, genre il ramène pas mal les sponsors. Si on écoute son père, demain il est champion du monde. Bah oui, et en plus de ça, peut-être un argument pour le défendre, ça reste un deuxième pilote. Pour le coup, il fait pas le job de deuxième pilote cette année. Quand tu vois en 2021, il l'a fait le job de deuxième pilote. Là, il l'a pas fait, je trouve, mais en tout cas. Dans la hiérarchie, on sent qu'il est bien deuxième pilote. Pour le coup, il n'y a pas de débat entre Verstappen et lui. Il est même quatrième pilote, c'est un Racing Bull. Ça, mais ce qui est peut-être effrayant, Joris, c'est qu'il se fait battre par Lawson qui est dans l'écurie, clairement, la deuxième écurie de Red Bull, et même Tsunoda à certains moments, il est quand même qu'à 4 podiums cette saison. Il est son dernier podium, il remonte au Grand Prix de Chine sur le début de saison, quoi. Donc c'est vraiment. C'est bien parti en plus. Hein. La saison est bien partie pour Pérez. Et derrière, c'est cool. C'est un peu comme chaque année. C'est ça, c'est chaque année où en fait, c'était quand c'était en 2022, où il dit maintenant c'est mon année, je vais avoir le championnat, et puis au final ça s'écroule derrière. Et donc pour moi, je ne comprends pas déjà qu'il fasse des annonces Red Bull où il le prolonge en 2025. Déjà, il peut le faire un merch autour de lui, quoi. Faire du merchandising autour de lui, alors qu'au final, tu as des pilotes, comme on disait, comme Isaac Hadjar qui va être champion de F2. On parle de Red Bull quand même. Mercedes, ils font quoi avec Kimi Antonelli? Oui, Mercedes, on n'est pas sur la même position. Voilà. Oui, mais regarde, ils l'ont bien fait avec Max Verstappen. Ils l'ont mis à Toro Rosso au début, mais après. On n'est pas quand même dans les mêmes calibres. Enfin, je veux dire, à cette époque-là, Red Bull ne visait pas le titre, et là, Mercedes ne vise pas le titre non plus. Et sans manquer de respect à Hadjar, on compare Hadjar à Verstappen, ou même Lawson à Verstappen, c'est pas du tout le même calibre de jeune potentiel. Il est déjà très très haut. Oui, mais bon. Il y a la nouvelle ère, toutes les écuries se renouvellent, et je pense le fait d'enlever Sergio Pérez par un rookie, certes, il va se faire manger par Verstappen parce que c'est un rookie, mais ça serait pas choquant, et puis ça permettrait d'amener une évolution. S'il drive bien le pilote, il tombe sur le bon pilote. Il y a moyen que Verstappen, s'il s'ennuie, il fasse il découle sur le pilote, ils font évoluer le rookie pour bien sûr. prendre... Mais là, justement, par rapport à ça, Alban, on a l'impression quand même que Pérez n'a pas la même voiture. N'a pas la même monoplace. C'est comme chaque année en fait. Red Bull fait sa voiture pour Max Verstappen, et c'est deux pilotes qui n'ont pas le même style de pilotage, et il s'en sort pas. Mais c'est ça un peu avec tous les seconds pilotes qu'il y a chez Red Bull. Quand tu vois avec Pierre Gasly, avec Albon, c'était exactement la même chose. Là, l'écart est quand même massif. On a l'impression que vraiment il est en fond de grille, il galère à ne serait-ce qu'avoir un petit point. C'est quand même assez fort. Mais en fait, il y a ça, et puis au final, après, la confiance en soi qui impacte. Et encore une fois, le mental. C'est sûr que d'avoir une voiture, de voir Max Verstappen qui plie chaque course avec des écarts pas possibles, la première victoire. Oui, il y a des moments, Max, il a eu des problèmes avec sa voiture. Pas autant que Sergio, mais je pense ce qui se passe avec Pérez, c'est que au début de saison, il revient, il est reposé, il a repris de l'énergie. Puis la saison avance et il voit vraiment, comme à chaque fois, les illusions tombent. C'est ça. Et il se retrouve à la réalité et il craque très facilement. Juste un petit rapide tour de table pour finir sur Pérez. Vous verrez qui à sa place. Si jamais vous étiez directeur, enfin vous étiez Christian Horner,
Vous avez besoin d'un autre pilote à la place de Pérez, vous choisissez qui à l'instant T? Parce qu'on en a un peu parlé, on a parlé d'Adjar, etc. Mais après, il n'y a plus beaucoup de. Enfin, si, il y a quand même pas mal de pilotes qui attendent. Quand même du marché, hein. Même des pilotes qui sont. De son calibre, il y a des pilotes qui attendent. Non. Voilà, c'est ça la problématique. Vas-y, je te laisse commencer. Pour moi, c'est ça la problématique de Red Bull. Je comprends votre idée de vouloir mettre un rookie. Mercedes, tu dis, donc pour toi, Kimi Antonelli, c'est le même calibre qu'Hamilton. Est-ce que George Russell, c'est le même calibre que Verstappen? Parce que George Russell, ça va être le pilote numéro 1 de Mercedes. Oui. Donc, est-ce qu'ils sont sur la même lancée de se dire on va remporter le championnat pilote? Est-ce que Mercedes, là, c'est leur objectif? Non, on n'est pas sur les mêmes écuries. On est plus sur le même projet. Mercedes c'est développer déjà Kimi et aussi le championnat. Mais c'est pour qu'après, pour 2026, etc. Mais dans tous les cas, 2026, c'est dans 2 ans. Oui, mais. Donc, faut pas oublier que. Mais là, on parle de la saison prochaine. Moi, si tu vires Pérez. Sur un court terme, Red Bull. Voilà. Bah, pas forcément. Sur un court terme, c'est-à-dire que tu prends 1 an et après tu fais quoi? Dans tous les cas, ça reviendra au même problème l'année 2026. Court terme ou non, on va revenir sur la question. On va se concentrer. Si Pérez, là, devait partir à ce moment-là, qui prendriez-vous? Louis. Ou alors, tu peux garder Pérez. Bah moi avec les pilotes qui sont sur le marché actuel, je garde Pérez. Après, n'oublie pas que, par exemple, on peut aller taper sur du Lawson, du Tsunoda, enfin dans les écuries. Ouais, mais j'ai pas envie de griller les étapes et on sait qu'à chaque fois qu'il y a un coéquipier avec Verstappen, ça se passe souvent mal. Je préfère garder Pérez pour cette année 2025. Ok, Joris? Moi, je prendrais Colapinto. Même s'il est chez Mercedes ou quoi, mais parce que je pense que de prendre un rookie chez Red Bull, c'est la bonne chose dans le sens où là, tu as 2 pilotes de gros calibre et forcément, quand tu as une écurie qui se focus sur ton premier pilote, bah toi, quand tu es un pilote du calibre de Pérez, bah forcément ça t'impacte mentalement parce que tu te dis qu'ils investissent pas assez en toi, alors que si tu prends un rookie, le rookie, ce qu'il veut, c'est simplement piloter et essayer de faire ses preuves. Mais justement, est-ce que ça va pas le détruire? Mais non, parce que si tu fais le même traitement que tu fais à Pérez à un rookie qui n'a pas l'expérience qu'a un Pérez, est-ce que ça va pas le détruire? Mais l'expérience qu'a Pérez. Rappelle-toi d'Albon, rappelle-toi de Gasly. Oui, mais cette année, tu peux pas dire que l'expérience allait beaucoup marcher pour lui, quoi. Oui, mais c'est pour te dire que. Colapinto, en termes de pilotage, il se rapproche plus de Verstappen un peu dans ses débuts sur un pilotage. Bon, lui, par contre, il est beaucoup plus juste. Hein. Il essaye de faire les choses bien, mais tu vois, il a quand même. Quand tu vois Austin, le dépassement. Oui, mais quand tu vois, par exemple. Quand tu vois le dépassement que tente Colapinto sur Hamilton, qu'il a réussi d'ailleurs à Austin avant la grande ligne droite, ça c'est juste magnifique. Et je pense qu'en termes de pilotage, Colapinto il pourrait très bien coller avec Red Bull. Et en plus, il sait très bien que lui il va pas jouer le titre cette année, il sait très bien qu'il peut se développer. Ou alors tu fais monter, comme tu dis, Lawson ou même Tsunoda qui attend quand même sa place depuis longtemps. Mais oui, mais dans tous les cas, on parle du marché et il n'y a plus beaucoup de place ni de monde. Tu vois, je tiens juste à dire que Colapinto, selon les dernières informations, je crois que c'est Off-Track qui le disait sur Twitter, mais il y aurait plus de négociations entre Colapinto et Red Bull, mais Red Bull était quand même intéressé par Colapinto. Bien sûr. Mais comme avec Alpine qui était aussi intéressé. Alpine aussi, mais les deux seraient retirés des discussions. En tout cas, pour l'instant, on est sur de la rumeur, c'est pas confirmé, mais voilà, ça veut dire que Pérez va peut-être être confirmé pour 2025. C'est sûr qu'il est confirmé. Alban? Moi, j'aurais plutôt fait un glissement. J'aurais fait Sainz à la place de Sergio Pérez et Colapinto à la place de Sainz chez Williams. C'est toujours possible, hein. C'est toujours possible. Mais pour l'instant, dans l'idéal, je vois bien Sainz en tant que partenaire de Verstappen. Okay. Déjà parce que depuis qu'il est chez Ferrari, il a eu plus de chances de se battre avec Leclerc. Il a vraiment évolué dans sa combativité. Donc je pense qu'il y a moyen qu'avec Verstappen, il le suive un peu et il rentre plus dans le combat que Pérez. Et je pense que niveau mental, Sainz est plus solide que Pérez. Mais ça va pas plaire à Red Bull. Hein. Oui, ça va pas plaire à Red Bull. Mais en même temps, si on écoute Max, il a trouvé la saison exaltante parce qu'il gagnait pas tout. Et ça rajouterait encore plus de défis, de motivation à Max. Donc je pense que ça peut être bénéfique pour les deux. Une bonne évolution pour Sainz et en même temps la compétition pour Max, qu'il avait déjà avec Norris, mais là, au sein de l'écurie, ça serait plus forcément que le roi, ça va être que bénéfique. Après, t'as pas peur que ça plombe un peu aussi sa carrière comme on fait avec Pérez, en fait? Parce qu'au final, Pérez, dans tous les cas, mais dans tous les cas, il y a des risques, mais après, Pérez, même avant d'être le partenaire de Verstappen, il se débrouillait bien, mais il n'était pas non plus de là à gagner des grands prix tous les 4 matins. Quoi. Il a eu son apogée avant de venir chez Red Bull. C'est ça. Avec cette belle remontée qu'il avait fait au Qatar. La victoire, et après, il y a eu cette saison 2021 où il arrive à être le bon second pilote de Verstappen, et après, c'est la décadence pour lui. Hein. Sainz pourra apporter ses modifications que Pérez, lui, ne fait pas, et
Après, je pense qu'il sera plus force de proposition pour améliorer sa voiture que l'a été Sergio Pérez. Donc, certes, c'est un couteau à double tranchant, soit ça passe, soit ça casse. Mais moi, je pense que ça peut passer. On va aller un peu plus vite sur les flops concernant les écuries. Pardon. On n'a pas fini avec les pilotes. Pardon, Alban. Il y avait Stroll aussi que tu voulais nous parler. Et je pense que oui, on va en parler un petit peu de Stroll. Ouais. Que dire de cette personne? Quel speak. 13e au classement pilote avec 24 points. Je pense qu'on pourrait parier sur son abandon à chaque fois. Ce serait pas mal ça. Apparemment, il est très gentil dans la sphère amicale. Mais alors, qu'est-ce qu'il est détestable quand on le voit, que ça soit sur les médias, en course. J'ai fait du Grand Prix du Brésil, comme on disait tout à l'heure. Tour de formation. T'es là depuis plusieurs années, t'arrives à te sortir au tour de formation. Et en plus, au début, tu te sors, il y a moyen que tu repars, tu recules dans les graviers. Ouais. Et puis faut pas abuser. Pour le public, t'es là, t'es obligé d'attendre parce qu'il faut une safety car. Ouais. Ça, déjà, la pluie ralentit tout. Tu nous fais ça en tour de formation, mais c'est pour un pilote. Il n'y a jamais d'amélioration en fait. Non, mais ce qui est bizarre, c'est que quand on prend l'exemple du Brésil, sa seule pole position en Turquie, elle s'est faite sous la pluie. Donc c'est un pilote hyper binaire. Et on se souvient, là pour citer nos confrères de Canal, mais Jacques Villeneuve le disait juste avant qu'il se crache dans ce tour de formation. Il disait attention à Stroll parce que c'est un pilote qui est très à l'aise sous la pluie. Comme tu le disais, la Turquie, ça lui avait réussi. Et on le voit dans les graviers. Et là, ça sort. Je me demande si c'était pas lui à Monaco qui était rentré dans une des Alpines, ou je sais plus, dans la montée. Monaco oui, il me semble que c'est lui. Il me semble que c'est lui. Non, mais... un bon pilote. En plus, Monaco, on sait que c'est un circuit particulier, un peu serré, en ville. Tu sais que tu fais attention, quoi. Non, mais après, il y a toujours le débat, comme on dit avec Pérez, de son père. C'est ça, non, mais là, en plus, le débat, il est encore plus fermé que pour Pérez. Son père qui est le patron. Et le patron. Et puis. J'arrive même pas à dire des mots tellement ça m'énerve. Il est fort. Non, mais il n'y a aucune saison référence en fait. C'est ça, il est moyen, il est dans les points de temps en temps. Après, il est dans le milieu de la deuxième partie quand il n'est pas dans les points. En interview, pardon pour l'expression, il s'en branle carrément. Mais oui, mais en plus. Il répond oui, non, peut-être. C'est Margot Lafitte qui racontait dans une interview avec Hydro que c'est insupportable de parler avec lui. Il te répond des réponses courtes, il t'ignore. On a essayé en anglais, même là, il répond pas. Tu lui dis bonjour sur le paddock, il te répond pas, il est dans son monde. Vraiment, il est détestable, quoi. C'est ça. Il est détestable. Ocon, lui, il a beau défendre en disant qu'il est adorable. Je veux bien, en tant qu'amitié, il est peut-être adorable, mais en tant que pilote de F1, il a pas sa place. Bon, allez, on va passer au flop écurie. On va refermer la page de Stroll parce qu'on en a beaucoup de choses à dire sur Stroll quand même. On va parler des écuries. On va parler d'une écurie, Louis, qui n'a pas fait forte impression cette année, c'est Sauber. Ouais, je vais parler de Sauber parce que quand on est content d'une 8e place de Joe sur toute ta saison, ça montre à quel point tu as été en galère sur toute cette saison. Et quand tu espères un point de Bottas pour bien finir ta saison. Bon, quand Bottas dit je veux absolument le point pour remercier l'équipe. Non, mais ça a été. Il y a encore un Grand Prix pour le faire. Ouais, non, mais c'est grave. Ça a été catastrophique du début jusqu'à la fin. Et en fait, ça nous rappelle Williams il y a quelques années qui n'arrivait pas. Ou alors, quand ils mettaient un point, quand ils faisaient un doublé en Hongrie, 9e et 10e, Russell était en train de pleurer. Donc, non, mais. Moi, j'ai eu du mal à comprendre cette évolution. Non, c'est pour ça que je les ai mis dans mes flops. Parce qu'en plus. Audi arrive, donc ça montre quand même des bases qui sont hyper bancales, à voir comment l'industrie allemande va pouvoir redresser l'équipe, mais franchement, on part de loin. Bancal, son arrivée est un peu bancale. Pardon, l'arrivée d'Audi. Oui, aussi un peu. Mais déjà, moi je trouve que la saison de Sauber, c'est cette photo qui résume bien. C'est que t'as vraiment un mec, Bottas, qui fait juste plein de photos sur Insta et qui prépare sa retraite parce qu'il sait très bien qu'il aura pas de. Il prépare son calendrier aussi. C'est vrai. Et puis t'as Guan Yu Zhou qui au final essaye de sauver les meubles. Pardon, en fait, mais j'ai redécouvert Guan Yu Zhou, je crois, il y a 2-3 Grands Prix, je savais même plus qu'il était pilote de oui, F1. mais c'est ça, mais ça se voit en fait. Il est blasé. En fait, le problème, c'est que c'est aussi un jeune qui essaye de faire sa place, etc. Mais il est tombé
dans la mauvaise écurie au mauvais moment et malheureusement il va en subir les conséquences. Et au-delà de l'écurie, le pilotage ça va pas pour aucun des deux. Ouais, clairement. Il y a rien qui va dans cette écurie. Quand tu essayes d'apporter des évolutions et que Monsieur Bottas apporte des photos de lui nu, un truc c'est un peu plus compliqué, mais c'est vrai qu'ils ont la tête ailleurs, on va dire, dans cette écurie. Guan Yu Zhou pas trop, mais il essaye de sauver les meubles, mais Bottas c'est... Après il a un plafond vert qui est quand même assez, comme tu l'as dit, c'est du même niveau de Perez ou Colapinto, c'est un pilote qui ramène énormément d'argent, donc c'est pour ça qu'il a été pris, mais de base il devait pas être là, excuse-moi, Guan Yu Zhou. Mais c'est vrai que voilà, Bottas, c'est comme tu dis, il ramène beaucoup d'argent, beaucoup de sponsors, beaucoup de... Non, Joe c'est Joe qui ramène des thunes. Bottas aussi. Hein. Oui, aussi, mais parce qu'il y a aussi Bottas, c'est quand même un sacré nom, hein. Faut pas l'oublier qu'il est venu dans cette écurie, on s'est dit peut-être il allait avoir beaucoup de points pour cette écurie, et au final c'est une catastrophe. Les couleurs, je pense qu'ils ont tout investi dans les couleurs. Même la voiture est pas terrible. On va parler maintenant d'Aston Martin et Paul Joris. On va revenir sur le vert du coup, mais un vert un peu plus foncé et qui a déçu quoi. Par rapport à la saison dernière et par rapport aux dernières saisons, c'est une catastrophe. Je voulais pas dire Alpine parce qu'on en parlera plus tard, mais comment tu peux être cinquième, cinquième ça va, mais aussi loin du Big Four quand même sur cette saison avec les moyens colossaux qu'ils ont. 86 points. C'est juste pas médiocre, j'ai envie de dire, mais quand tu vois les classements et les podiums qu'ils jouaient encore l'année dernière et même il y a 2 ans, c'est une descente aux enfers et je ne comprends pas en fait. Alonso qui s'énerve au Qatar. Bah ouais, mais c'est ça, mais en fait Alonso, heureusement qu'il est là et qu'il sauve un peu les meubles quoi, parce qu'au final l'écurie repose sur lui, mais voilà, on parlait de Lance Stroll et malheureusement de Papa Stroll qui en fait 62 points pour Alonso, si juste tu vas avoir les petits points. 62 points pour Alonso, 24 pour Stroll. Et Stroll qui a 2 DNF, voilà. Ça va, mais voilà, le problème c'est que quand tu veux essayer d'être compétitif face au Big Four, tu peux pas te permettre d'avoir un pilote comme Alonso, encore ça va, mais comme Stroll de ce calibre-là, c'est pas possible. Et malheureusement, le fait qu'il y ait son père qui ne veuille pas changer d'idée là-dessus, c'est juste ça qui cause la perte en fait de cette écurie. Donc pour moi, c'est vraiment du gâchis. Une saison à oublier pour Aston Martin ou Albon. Même sans parler de Stroll Junior, si on parle du senior, il est arrivé l'année dernière en disant que la voiture allait être hyper compétitive. Clairement. Il l'a fait pour la première partie de la saison. Deuxième saison, ça s'est écroulé. Là, il annonçait une nouvelle compétitivité imaginaire. Je me demande où il met son argent en fait. Nul. T'as l'impression qu'il ne met pas dans la voiture, c'est pas possible. Là, il y a un manque de compétitivité, il y a un manque de tout en fait dans cette écurie cette saison. C'est une saison à oublier clairement pour Aston. En fait, c'est une écurie qui sent l'argent en fait. Oui, c'est ça. Il n'y a rien autour en fait. Il n'y a pas d'idée, c'est juste on met de l'argent ici et là et puis on va voir si ça marche. Oui, c'est du merch quoi. Il n'y a que ça. On va parler de Racing Bulls avec Alban. Racing Bulls, on en a un peu parlé avec Ricciardo du coup, avec toi Louis. Mais oui, c'est vrai que c'est une saison assez compliquée. 8e au classement constructeur, ils se sont fait doubler notamment par Alpine il y a quelques temps. 46 points seulement, c'est pas fameux. C'est ça. Déjà, juste pour la saison, c'est pas fameux. Et ensuite, c'est mon flop parce qu'ils ont pour habitude de couper leurs pilotes. Oui. L'année dernière, c'était Nick De Vries, je crois. Oui, c'est ça. Nick De Vries. Là, avec Ricciardo, je souffre, pardon. Même s'il ramenait pas les résultats, et là, Lawson ramène un peu de résultats, moi, ça me saoule. Je veux commencer une saison avec le pilote, je veux finir avec le pilote. Il y a toujours le pilote numéro 1 qui est là. C'est ça. Mais derrière, le deuxième, ça bouge toutes les saisons. C'est ça. Et toutes les moitiés de saison. Donc, moi, ça me saoule. J'aime voir les mêmes pilotes du début à la fin, voir leur évolution. Et je trouve que les virer à 5 derniers Grands Prix. Ricciardo, c'était au 17e Grand Prix. Donc, là, je crois que Austin, pardon. Lawson, il a dû faire 5 Grands Prix. Là, il y a le 6e qui arrive. Tu lui laisses finir le championnat. C'est comme là, Ocon qui finit pas le championnat pour une course. On va parler après on parlera ça après, parce que ça aussi, ça m'énerve. Effectivement, une saison compliquée. Racing Bull est connu pour couper leur pilote à un moment dans la saison, un de leurs pilotes. Et ça, moi, je trouve ça pas possible. On laisse un pilote finir. Et au-delà de ça, niveau performance aussi, Racing Bulls, anciennement ex-Toro Rosso, était connu pour à chaque fois être dans le top 6, top AlphaTauri 5. aussi, entre AlphaTauri aussi, entre-temps. C'était une écurie qui était plus 5e que 10, quoi. C'est ça. En plus, c'est comme ça a été racheté par Red Bull, on s'attendait à... Peut-être pas qu'il soit au niveau de Red Bull, parce que c'est la deuxième maison, mais qui est quand même du punch. L'année dernière, bof.
Cette année, rien. Ils sont, comme tu disais, ils sont 8e au classement. À chaque fois, en plus, ils arrivaient à accrocher. C'est pas compliqué. Tu vois, chaque année, ils arrivaient quand même à accrocher, ne serait-ce qu'un petit podium, sorti nulle part. Il y avait toujours une petite surprise de la part de cette écurie-là, et c'est vrai que cette année, il y a rien. Ils sont devant, c'est quoi, c'est... Là, il y a... Steak, machin, là. Ouais, Kika, Steak, ouais, Sauber. Et l'autre écurie qui est 10e. C'est Williams. C'est Williams. Williams qui est 9 et Sauber 10, c'est ça. Voilà, et bon, Williams, bon, il pourrait faire des meilleurs résultats, mais c'est pas compliqué d'être meilleur que Sauber. Donc vraiment, ils devraient plus travailler leur performance. Par contre, petit point bonus, Yuki, il a quand même un peu évolué. Hein. Il est un peu moins agressif, il pilote un peu mieux. Il y a encore de l'évolution à faire, mais il y a un début. Franchement, ouais, quand il a annoncé qu'il voulait que pour lui c'était son heure d'avoir le baquet Red Bull, je n'ai pas trouvé ça déconnant. Franchement, et pour moi, il mérite. Ok, bon, on en reparlera peut-être plus tard si jamais. Moi, je laisserai une ou deux saisons. Atteindre ce baquet, on va passer à une autre partie. On va revenir sur Alpine parce qu'il y a une saison assez compliquée de la part de l'écurie française. Voilà, on va faire un petit tour de table. Comment est-ce que vous la jugez cette saison des 100% tricolores, Louis? Moi, je la juge mauvaise, malgré les 2 dernières courses où on a eu une P5 de Gasly et ce magnifique podium au Brésil. Je trouve que la saison a été ratée. Quand tu te bats pour une 6e place avec As et même avec une 7e avec Racing Bull, ça montre le déclassement qu'il y a eu parce que logiquement Alpine doit se battre avec Aston Martin pour une 5e place. Et là, t'y arrives pas, la voiture n'était pas du tout compétitive, on l'a vu sur le début de saison. Alors ça c'était sur le en-piste et puis hors-piste, la gestion du cas Ocon, ça a été catastrophique. Alors on va pas parler de son départ et de l'annonce, etc. Juste après, oui. Mais je trouve que la recherche du 2e pilote a été compliquée, tu as eu beaucoup de refus et au final tu te trouves avec Jack Doohan qui va faire ce dernier Grand Prix, donc on va voir, peut-être qu'il va me donner tort, mais... Ou l'inverse, qui va complètement décevoir, et que là ça va être la panique chez Alpine. Parce que si on se rend compte dans le dernier Grand Prix que ça va pas du tout, tu peux pas juger un jeune pilote sur la dernière course de la saison. Malheureusement, ça va se faire comme ça, je pense, parce que c'est leur. De toute façon, maintenant ils ont pas le choix, donc ils vont devoir faire avec. Hein. C'est ça. Pas forcément, parce que comme on l'a dit, il y a Colin Pinto, il était avec Red Bull, mais Alpine est dans les discussions aussi. Donc tu me dis que par exemple Kimi Antonelli qui a fait Monza, les essais libres et qui a mis la voiture au premier tour au tapis, tu vas me dire que du coup il le juge pas. On parle aussi par rapport à la F2. Kimi Antonelli, il est au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? On parle aussi par rapport à la saison de F2 et Antonelli. Oui, c'est vrai que Jack Doohan, il n'a pas eu des résultats si marquants comme l'ont pu avoir un Hadjar par exemple, comme tu le dis, ou un Victor Martins. Bortoletto aussi. Bien sûr. En fait, pour le titre. Moi, il me fait penser un peu à Joe, justement, en fait. Ouais. C'est un pilote de la catégorie alpine, de l'école alpine, on va dire, mais qui fait pas des performances de fou, ni en F3, ni en F2, et qui, au final, se retrouve par hasard ici, parce qu'on n'a plus de pilote, ou parce qu'il y en a un qui a décidé d'aller à Williams, un qui va à As. Cette année, les transferts, quand même. Ça a été spécial et au final moi si il change de pilote à la fin pour prendre un Colapinto, je suis pas choqué du tout. On sera pas choqué parce que dans tout le cas il y aura eu le test de douane, donc on verra. Mais c'est pour dire la gestion catastrophique qu'il y a eu pour ce 2e pilote. Il n'y a pas de stabilité dans cette équipe. Exactement. Joris, par contre tu vas nous surprendre quand même parce que toi tu vois beaucoup de positifs quand même. Pas beaucoup de positifs, mais c'est quand même. Tu juges la saison prometteuse. La saison prometteuse, parce que quand tu pars quand même l'année dernière d'une voiture que tout le monde dit mal née, qui est juste catastrophique, que tu es tout le temps bon dernier, genre vraiment les 19-20, et qu'au final tu te retrouves cette année à presque tout le temps être dans les Q3, à faire. Un pilote. Oui, mais un pilote, mais en attendant, t'as quand même une voiture qui marche finalement. On va quand même donner les stats pour rebondir sur ce que tu dis. D'accord. Non, mais parce que je pense que les viewers ont besoin de savoir ça. Ils ont besoin de connaître les stats. Ocon, 14e avec 23 points, 2 DNF, 5 fois dans les points, mais 8 fois hors des points lors des 9 derniers Grands Prix. C'est Ocon qui pêche. Position moyenne 13,7. 13,7e dans la position moyenne de la saison. Et puis pour Alpine en général, à un Grand Prix de la fin, on est 6e avec 59 points. Ils sont passés devant As. Ils sont passés devant As, 5 points de plus par rapport à As. Voilà, mais ça reste quand même 13 Grands Prix sur 23 sans aucun point. Oui, mais quand tu pars de la dernière place avec presque 0 points à la mi-saison,
quand même, tu peux quand même dire qu'il y a une évolution. Enfin, je veux pas dire, mais bien pour moi, sûr qu'il y a une évolution, mais tu partais tellement de loin qu'il peut que y avoir des évolutions. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais pas, quand tu pas pars pour dernier, toutes les écuries, hein, quand t'as Stake qui part dernier et qui au final évolue pas, enfin voilà. T'as pas le même objectif avec Alpine. Alpine, quand ils ont pris les deux pilotes bleu-blanc-rouge, tu oui, te dis... mais alors depuis l'année dernière, ils savaient très bien qu'ils allaient jamais jouer au haut du tableau. Hein. Ils l'ont dit, la voiture elle est mal née, on va essayer de faire le mieux qu'on peut, de progresser comme on peut. Et puis au final, bon, il y a eu des conditions un peu particulières, mais au final, ils font quand même un podium, un doublé français, ça faisait bien longtemps qu'il n'y avait pas eu ça. Avec beaucoup de circonstances, faut pas l'oublier. Alors, plus pour Ocon que pour Gasly. Hein. Je veux quand même avoir quelques nuances là-dessus, parce que c'est regarde, beau, mais... Depuis le Brésil, Vegas, Gasly part 5, et au final, il n'a pas eu de chance. Bon, il y a un problème de fiabilité. Mais voilà, là, au Qatar, il a fait un très beau Grand Prix, il finit 5e aussi. Mais Gasly, t'as l'impression qu'Ocon n'a pas eu la même voiture. Non, mais quand on parle d'une écurie, on parle des deux. T'as que Gasly. T'as que Gasly, mais en attendant, la voiture, vu comment Gasly l'a conduit et vu les performances qu'elle donne, Ocon aurait très bien pu faire pareil. Après, il y a peut-être eu des problèmes en interne, mais pour moi, dans l'ensemble et sur la voiture et sur le développement de la voiture et de l'écurie, mais peut-être pas en interne, bah pour moi, c'est prometteur. Et pour l'année prochaine, si Dohan il fait ses preuves à Abu Dhabi et qu'il continue de développer la voiture et qu'il y a une bonne cohérence avec Gasly, ça ne peut être que prometteur pour l'année prochaine. Je suis assez mitigée sur la saison d'Alpine. La saison a commencé, on s'est dit c'est le retour des tracteurs français. Et tu vois quand même du positif. Oui, il y a du positif, parce que on peut trouver du positif même dans du négatif. Mais sur le début de la saison, vraiment, c'était des tracteurs, comme l'année dernière. Cette année, ils se sont pas trop fightés à s'envoyer dans le tapis. Donc, c'est point bonus pour ça. Après, deuxième partie de la saison, il y a eu quand même une petite évolution. Ah, merci. Petite, vraiment petite. C'est que pour Gasly, du coup. Quoi ? Que pour Gasly. Ouais. Enfin, non. Début de mi-saison... pour les deux. Après, on a senti la différence entre les deux pilotes. On savait que Gasly, il allait rester. Donc la voiture, on l'a vue, on l'a senti. Elle a été améliorée pour Gasly. Un peu pour Ocon, mais sans trop se fouler. Il y a eu le doublé au Brésil. Ça a été phénoménal. Sur Twitter, ils étaient trop contents. On voit que la voiture a été faite par des Normands. Ils ont l'habitude d'appuyer. Donc ça, c'est un point positif. Évolution. Bon, Gasly qui... au dernier Grand Prix, il a fait une bonne position, il y a eu la petite évolution. Mais bon, après, la saison n'était pas non plus ouf, quoi. Je pense que c'est depuis que Ocon a annoncé son transfert que c'est un peu descendu. Et je pense que le fait de faire partir Ocon et de mettre un rookie pour l'année 2025 avant un changement de réglementation avec une voiture qui est difficile à conduire, c'est pas une bonne chose. On va rester du coup sur Alpine et parler du cas d'Esteban Ocon. Donc on va en parler rapidement, mais voilà, Esteban Ocon qui ne fera pas donc le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Il a été libéré de son contrat avec Alpine pour aller directement rejoindre Haas. Ça veut dire du coup, point positif pour lui, c'est qu'il va pouvoir faire les tests d'après-saison à Abu Dhabi directement avec Haas au lieu d'attendre des obligations avec Alpine. Ça c'est le point positif. Pour Alpine, c'est l'occasion de tester Jack Doohan. Mais on va dire que ça a été fait un petit peu de manière brute, que ce soit sur la communication sur les réseaux, un simple merci Esteban, un petit post rapide, alors que c'est quand même le seul qui a fait gagner Alpine dans l'histoire d'Alpine, si on regarde que Alpine et pas Renault. Et au final, il n'y a rien, il n'y a pas de grosse communication, il s'en va par la petite porte avec un DNF au Qatar. Est-ce que pour vous, c'est un manque de classe de la part d'Alpine? Louis, je te laisse commencer là-dessus. Sur le fait qu'ils partent juste avant le Grand Prix pour faire les tests d'après-saison à Haas, je pense que c'est gagnant-gagnant pour les deux écuries, enfin pour tous les partis. Mais par contre, la manière dont il est parti, dont on lui a dit au revoir, oui, j'avoue que... Ça te dérange un peu, ouais. Ça me dérange un peu. Moi, j'aurais aimé quand même une vidéo avec tout ce qu'il a pu faire, etc. Je trouve que c'est pas un pilote qui est passé comme ça dans l'écurie. Il est quand même resté assez longtemps. Il a fait gagner l'écurie, donc pour moi, il fallait le remercier à sa juste valeur. Et puis peut-être au Qatar, déjà le prévenir au Qatar pour que, je sais pas, il y ait une célébration, même s'il y a eu le DNF, tu vois, peut-être une célébration, Jory, je sais pas, toi t'en penses quoi? Je pense qu'il y a eu déjà des problèmes en interne et que pour l'instant, on n'est pas encore trop au courant, mais je pense qu'il était au courant avant le Grand Prix quand même, qu'il allait quitter Alpine, parce que quand tu vois sur ses interviews, ça en a parlé beaucoup sur les réseaux et même Canal l'a relayé, mais
quand tu vois ses interviews d'après-course, il fait quand même ses adieux, donc il était déjà au courant et je pense pas qu'on lui ait dit « Ah, t'as DNF, tu sors », tu vois. Donc je pense que ça a été préparé en amont, mais c'est vrai que la manière dont il finit, alors qu'il a quand même été chez Renault avant, il a fait la transition Alpine, il est resté assez longtemps là-bas, c'est vrai que c'est peut-être pas suffisant. Après, il y a plein de choses qu'on sait pas en fait. Je pense en interne qui se sont passées et du coup c'est difficile de poser un jugement dessus, mais c'est vrai que pour ce qu'il a apporté à Alpine et à Renault, c'est assez petit. Alban, un manque de classe selon toi de la part d'Alpine ? Oui. Ouais. Je pense, bon, comme disaient les autres, c'est gagnant-gagnant. Parce que lui fait ses essais de voiture, Alpine teste son nouveau pilote, mais je pense que, c'est pas classe de faire partir son pilote alors qu'il reste un Grand Prix. Oui, c'est juste laissez-le conclure correctement la saison avec l'écurie. Faites-lui faire le dernier Grand Prix. Il fait ses adieux correctement parce que c'est ça, avec les réseaux, on a juste eu les petits messages, merci Esteban, nanana. J'ai pas vérifié, est-ce que lui a fait un message concernant lui? Je sais pas. Je crois même pas. Il l'a clairement dit, il l'a pas dit de manière explicite, mais oui, il l'a fait sentir parce que de toute façon il était au courant, mais je trouve que même dans ce genre de situation, juste un post Instagram, ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est pas très classe. Ça suffit pas. Le couper avant le dernier Grand Prix, ça se fait pas non plus, même si c'est gagnant-gagnant pour les deux côtés. Je trouve que Alpine aurait pu mieux gérer ça, quoi. Ils partent pas au bon terme, on est tous d'accord là-dessus. On va revenir sur Max Verstappen, c'est le dernier thème du jour. On va se projeter plutôt sur la saison 2025. Ça y est, il a eu son 4e titre, comme on l'a dit, 4 fois d'affilée. C'est quand même une belle petite domination. Alors, on va dire que les 2 dernières saisons étaient plus dominantes que cette année, mais en tout cas, ça reste une belle domination de la part de Max Verstappen, pardon. Comme l'a dit Joris tout à l'heure, il va y avoir beaucoup de changements pour la saison 2025 en termes de pilotes, d'écuries. On va avoir beaucoup de transferts. On a eu beaucoup de transferts, donc les écuries vont un peu bouger. Est-ce que vous croyez toujours à un titre de champion du monde de Max Verstappen l'année prochaine ? Est-ce que vous croyez à une petite domination, Louis ? Non, en vrai, avec la concurrence qu'il y a, je pense que je vois pas une domination de Max, alors qu'il peut gagner, bien évidemment. Un titre, toi, t'y crois ? Moi, j'y crois un titre, mais après, qu'il y a une domination, alors là, mais pas du tout, parce qu'on l'a vu cette année, il y a plein d'écuries qui ont été hyper proches. Donc, eux, ils peuvent aussi monter et prendre des places dans le top 5 sur les courses. Moi, ça me choquerait pas du tout. Donc, moi, je pense que non, il va avoir beaucoup de concurrence l'année prochaine. Pardon. Quand on regarde les écuries dominantes, Red Bull, on a toujours l'interrogation sur les performances de Sergio Pérez. Quand on voit les stats de cette année, c'est quand même pas fou. On a un peu parlé tout à l'heure. La monoplace, elle, est moins performante dans les lignes droites. On le ressent de plus en plus. Quand on regarde Ferrari, on va avoir Hamilton et Leclerc pour le titre pilote et même constructeur. Mais ça risque de péter parce que quand on connaît les deux mentalités, les deux gros personnages que sont les Hamilton et Leclerc, on ne sait pas si ça va bien fonctionner. On a McLaren, du coup, toujours le duo Norris-Piastri, mais là c'est pareil, à tout moment ça peut être comme un Hamilton-Leclerc, ça peut voilà, comme Ocon, Gasly, ça peut se friter à un moment donné. Et puis chez Mercedes, c'est l'interrogation, on a Russell qui va passer pour la première fois pilote numéro 1. Et Kimi Antonelli qui va arriver pour le second pilote, un rookie dans l'écurie Mercedes. Donc voilà, pour les top teams, on se dit qu'il y a peut-être une chance que Verstappen ne soit pas champion. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Je suis assez partagée. Je me dis, il y a encore moyen qu'il soit champion parce qu'il a encore plein de choses à montrer. Et en même temps, je me dis, vu le niveau des voitures et des pilotes qui viennent, ça va risque d'être compliqué. Enfin, je sais pas comment vraiment l'expliquer, mais Lewis Hamilton chez Ferrari, il y a moyen qu'il se réveille d'une petite sieste qu'il a eue sur ces dernières années avec Mercedes. Et avec Mercedes, il y a eu plusieurs saisons, il a gagné aucun truc. Aucun Grand Prix, pardon. Cette année, il en a gagné quelques-uns. Ça lui a fait du bien, il s'est redécouvert, il était mieux. La fin de saison, il dit clairement j'en ai marre, j'en peux plus. Oui, c'est ça, mais tu vois... Il voulait à la limite abandonner au Qatar. C'est ça, mais il a coupé sa malédiction où il gagnait plus rien en gagnant quelques Grands Prix. Donc déjà, ça l'a réveillé et je pense que le fait de changer d'écurie, ça peut encore plus lui faire du bien, prendre une nouvelle bouffée d'air frais. Mais il y a Leclerc. Il y a Leclerc. Et Leclerc avec... qui est encore compétitif, qui est présent, je pense que ça peut faire des étincelles, mais en même temps, ça peut faire des étincelles dans le bon sens. Nuire aussi. Oui, forcément, il y a toujours le revers de la médaille.
mais ça peut être productif contre-productif. Et je pense cette bataille peut venir, déjà juste si on parle Ferrari, Red Bull, venir embêter Max, parce qu'on va dire la voiture elle n'a pas une bonne évolution. Dans les lignes droites, tu l'as dit tout à l'heure, elles sont lentes. Plus lentes qu'avant. Plus lentes qu'avant, c'est ça. Donc, juste là, à ce niveau-là, Ferrari, Red Bull, ça va se batailler. Pour en revenir sur les pilotes, je pense Max a trop dominé l'année dernière. Là, cette année, il était content, il avait des gens avec qui se battre. Oui, c'est ça. Donc, je pense l'année prochaine, il pourra encore plus exploiter son talent parce que même s'il est rapide, il s'ennuie à tourner tout seul. Là, cette année, il a eu de la bataille. On a pu voir, mis à part certains dépassements sur Norris, son vrai talent, c'est là où il s'est développé le plus. Et en plus, comme il a gagné de la maturité. Comme il l'a dit Louis, c'est ça, la maturité aussi. Il a évolué de fou malade. Donc je pense l'année prochaine, avec déjà juste les Ferrari, Leclerc, Hamilton, ça va être explosif. Norris, Piastri peut-être pas encore tout à fait, peut-être qu'il n'est pas encore très très mûr pour aller plus haut. Ouais, c'est ça. Mais Norris commence à bien prendre la maturité. Il va travailler dessus. C'est ça, Norris n'a pas encore tout à fait la mentalité qu'il fera gagner le championnat du pilote. Ouais, c'est ça. Mais il a la maturité suffisante pour venir titiller Verstappen et encore plus montrer leur talent dans ce genre de combat. Et Mercedes, on n'en parlera pas, ce sera pas pour tout de suite. Ce qui va être vraiment bien dans cette saison 2025, c'est que Red Bull, ils se sont enfin rendus compte qu'ils se faisaient remonter et que en fait, d'autres écuries pouvaient enfin les concurrencer. Et je pense qu'ils vont prendre aussi en compte ça dans leur tête, parce qu'en fait, cette saison, Verstappen il était sur 9 victoires au début de la saison et en gros ils étaient en mode c'est bon, on va encore dérouler cette saison. Et en fait, ils ont vite pris conscience de ça, et le problème c'est qu'encore une fois c'est comme un peu Mercedes en 2021 et 2020, c'est quand tu commences à te faire remonter alors que tu domines, en ce qui concerne les stratégies pour essayer de prendre l'avantage sur une autre équipe, t'es un peu perdu. Et là ils sont un peu perdus quand même. Et voilà, ils étaient un peu perdus, mais je pense que du coup ils vont essayer de faire en sorte en 2025 d'être prêts là-dessus et d'être vraiment coordonnés. Et pour en revenir sur Ferrari, je pense que ça va être compliqué l'année prochaine pour Ferrari si ils ne se focusent pas sur Charles Leclerc. Parce que pour moi... Mais attends, parce que tu prends quand même Lewis Hamilton... mais alors pour moi, franchement, la meilleure chose que peut faire Ferrari, c'est de se focaliser sur Charles Leclerc, qui a pour moi un potentiel énorme de champion du monde, et de prendre l'expertise sur le développement de la voiture de Hamilton et d'aller prendre le championnat constructeur avec Ferrari et le championnat pilote avec Leclerc, et pourquoi pas Hamilton en deux, et qu'il y ait une bataille entre les deux. Mais pour moi, s'il se focus sur Hamilton et sur le fait de dire que Hamilton va avoir son 8e titre, etc., pour moi il faut une énorme erreur. Pour moi, s'il est venu dans cette optique-là, pour moi Ferrari fait une énorme erreur, parce que j'espère que Fred Vasseur ne pense pas comme tu le penses. Voilà. Mais pour moi, il faudrait vraiment qu'il se concentre sur Charles Leclerc, parce que l'avenir, c'est Charles Leclerc. Et Charles Leclerc, pour moi, quand tu vois la saison qu'il fait cette année avec Ferrari, qui connaît la voiture, et que tu vois Lewis Hamilton qui va arriver dans une nouvelle écurie, bon, certes, voilà, tout le monde va l'accueillir comme il se doit, parce que c'est Ferrari. Quand même. Mais parce voilà. que c'est Hamilton, surtout. Et il sort quand même d'une saison, il est derrière Russell. Hein. Ça reste un septuple champion du monde qui a le plus gros salaire. Mais qui pour moi n'a plus le même niveau qu'avant, sauf en expertise de développement de voiture. On va passer au jeu de l'émission. Évidemment, qui dit 4e titre de Max Verstappen dit jeu spécial Max Verstappen. Je vais vous poser 9 questions au total, il y en aura une bonus sur la carrière, la vie de Max Verstappen. Sa vie carrément ? Ah ouais, sa vie carrément. Vous m'avez perdu là. Vous allez devoir me répondre le plus rapidement possible. Il y aura aussi des questions où ça sera au chiffre près, ou etc. Enfin voilà, celui qui est le plus près. On va déjà commencer avec la première question. Tenez-vous prêts, c'est à la volée. Le premier qui répond a gagné. J'espère que vous êtes tous prêts. Vous êtes tous prêts, c'est bon ? Ça va être rapide ? Ça va être rapide. Dans quelle écurie a-t-il débuté sa carrière ? Point pour Alban. En plus, point pour Alban. Deuxième question. Quel était son coéquipier ? Daniel Kvyat. C'est pas lui ? Non, c'est pas Kvyat. J'ai jamais dire son nom de famille. Daniel Kvyat, c'est pas lui. C'est pas Carlos Sainz ? Point pour Louis, Carlos Sainz chez Toro Rosso. Kvyat, c'était juste après. Ouais. Troisième question. Tenez-vous prêts. Là, ça va être au plus proche, on va dire. Verstappen est encore aujourd'hui le plus jeune pilote à avoir remporté un Grand Prix de Formule 1. À quel âge ? Je veux au jour près. 18 ans. Au jour Enfin, au plus proche, mais vous me donnez l'âge plus le jour. 17 ans et 80 jours. 17 ans et 80 jours. 280 jours, pardon. 280 jours. 17 ans et 190 jours. Alban ?
17 ans et 202 jours. Et du coup, c'est point pour Louis, parce que c'était 18 ans et 228 jours. Donc vous étiez dans les 17, mais c'était plus les 18. On est donc à 2 points pour Louis, 1 point pour Alban, 0 pour Joris. On passe à la 4e question. Donc, c'est le plus jeune pilote à avoir remporté un Grand Prix en Formule 1. C'était lequel? Vettel. Espagne. Ah non, pardon, je suis perdu. Point pour Louis. Oui. Point pour Louis. Dedans avec Rosberg. Si tu me donnes l'année, c'est double point. 2016. Oh. Ça fait 4 points pour Louis. Combien de victoires détend-il actuellement? Ça va être au plus proche. 35. Joris. C'est pas mal, 35, je crois. 32. Il faut une réponse rapide. 32. Je crois qu'il en a 33, mais je suis pas sûre. Ouais, eh bah franchement, vous en êtes très loin, 64. Oh, c'est Mais honteux. ouais, ah ouais, j'avoue que c'est un Vous peu êtes resté honteux. bloqué à une certaine année, ouais. non, mais là, 63 c'est Mais il a pas honteux. remporté que 2 titres. C'est hyper honteux, là. Quel est le nombre de records de victoires consécutives obtenues en une saison? Ah, là, c'est pas au plus près. Hein. 19. Non, 17. Bon, chacun me donne un chiffre du coup. Ah non. Attends. 18. Ah, attends, je calcule. Donc attends, on refait. 19 mois. 17. Alban. Attends, je réfléchis. Il n'y a plus de calcul, 17. T'avais dit 18. victoire pour Alban. Non, j'avais dit 17, la vie de ma Un mère. point pour Alban. C'était 10 victoires, c'était l'année dernière. Ah, mais oui, En mais 2023. c'est qu'il y a Sainz au milieu qui est venu faire chier. Soit trop petit, soit trop. Ouais, trop bon, ça va. 4 4 points pour Louis, 2 points pour 0. Alban et 0 pour Joris. Nul, hein. Alors, 7e question. Il y en a combien de questions? Il y en a 9 avec une bonus en cas d'égalité. Ok, 7, 9. Ouais. Verstappen, attention, ça va être question rapidité. Verstappen détient 2 nationalités, néerlandaise et Belge. magnifique. Sa mère Un est point pour belge. Alban. Il Effectivement, est né en Belgique en il est plus. né en Belgique à Hasselt dans les Flandres et y a vécu une grande partie de son enfance. Ça fait 4 points pour Louis, 3 points pour Alban. Zéro J'avais point. plus besoin de le dire. Magnifique, Joris. Quel est l'idole de Max Verstappen? Oh putain. Son père. Alban éliminé, Ouais, je tente Senna. Louis éliminé. Alain Prost. C'était Michael Schumacher. Bah Ça- ouais. ah. En fait, Ah, mais oui, mais en plus, il le connaissait déjà petit. Du coup, on est toujours à 4-3. 0. C'est la dernière question. Elle peut être décisive. Est-ce qu'elle peut compter genre 500 genre? Allez, ouais, ça compte pour 5. On remet tout sur le tapis, ça compte pour 5. Il va se prendre un karma. Je déconne évidemment, ce sera pour la question bonus, Ah, mais c'est pas la question. qui va se transformer en question 10. Question numéro 9. Combien de fois a-t-il gagné Zandvoort son Grand Prix local? 4. 3. 4 aussi. Joris, tu l'as. Enfin, putain. Bah ouais. Putain, il a mon gagné gars. en enfin, 2000. c'était 3 fois. Il a pas différent. gagné cette Mais année, oui, il a il a gagné en 2021, 2000. 2022, Ah, c'est 2023. Il a ça. pas gagné cette année. Il n'a pas c'est gagné ça. cette année. Mais non, mais j'avais compté une année d'avant. 4 points distribués à celui qui va gagner cette question. C'est une question de rapidité. Qui est sa compagne? Kelly Piquet. Ah putain de. Bah, Et sa fille s'appelle Pénélope. Voilà, bah Alban, Et tu son père, remportes c'est ce jeu. Nelson. Son père, c'est Nelson, son père. Alban, Oh, magnifique, tu remportes ce jeu. Bravo. 5 points, c'est ça? Ouais, non? Bah, j'avais 3 et tu rajoutes 4, 7 points. 7 points, Louis 4 et Joris. 3. Un point. Un point seulement pour Joris. Merci à tous d'avoir pu débattre autour de cette émission Merci à F1. toi. Nous, on se dit à la prochaine forcément pour Endzone, comme tous les lundis, et puis pour l'émission UFC 310, le débrief, avec le retour notamment de Siegan ce week-end. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre cette nouvelle émission. On se dit à la prochaine, portez-vous bien, et puis bonne soirée.